Marine de Julder, Jeunesse et de Julder, avocat. Nous sommes avocats en droit des produits de santé. Nous avons créé, Bernard Jeunesse et moi-même, notre cabinet éponyme il y a un peu plus d'1 an. Et notre cœur de métier, c'est donc d'accompagner les industriels sur toute la vie du produit de santé, ce qui couvre les phases amont de la mise sur le marché, telles que la recherche clinique, à la mise sur le marché, l'admission au remboursement et la négociation du prix. Et puis ensuite, en aval, ce qui couvre aussi des questions comme les relations avec les professionnels de santé, typiquement la loi anti-cadeau, la transparence. Et on fait aussi des taxes sectorielles, donc les taxes pharmaceutiques. Et puis des questions comme les appels d'offres, du droit de la concurrence, tout ça centré sur les produits de santé. Nous venons tous les deux du droit européen. Donc moi, je vais me présenter en quelques mots. J'ai une formation universitaire de droit européen, plus spécifiquement de droit de la concurrence. Et j'ai, grâce à Bernard Jeunesse, mis les pieds dans le droit de la santé. Et donc depuis 4 ans, je ne fais que ça. Et donc plus spécifiquement que des produits de santé. Alors là, il y a donc 3 points. La première, le premier de vos 3 points qui reprend un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc, est-ce que ça améliore la lisibilité ou pas? On a un dispositif qui est, comme l'indique Bernard, qui demeure assez complexe et qui va surtout être difficile à intégrer, à ingérer pour les acteurs. Une fois cette intégration effectuée, a priori, il devrait être plus lisible, sous réserve toutefois qu'il ne soit pas substantiellement modifié dans les prochaines LFSS. Ce qui n'a rien de certain, puisque comme on le sait, le dispositif des ATU ne cesse d'être modifié de LFSS en LFSS. Sur votre deuxième point, qui est l'accès à l'innovation, c'est effectivement la question centrale de ce dispositif. Est-ce que la refonte des dispositifs d'ATU et de RTU permettra d'accéder plus rapidement à l'innovation? Alors, on relèvera que cette fois, l'innovation devient un critère pour l'accès précoce, puisque l'accès précoce des médicaments ne sera accordé qu'à condition que les médicaments soient supposés innovants, présumés innovants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. L'innovation n'était pas un critère. Alors, on peut penser que le fait d'avoir introduit ce critère va restreindre le champ des médicaments éligibles au dispositif d'accès précoce. Si c'est le cas, il y aura donc moins de dossiers à traiter pour l'administration, donc elle pourra aller plus rapidement. Et donc, on accélère dans ce cas-là l'accès à l'innovation. Le deuxième point qui pourrait permettre d'accélérer l'accès à l'innovation, c'est la procédure. Les ATU et les RTU étaient jusque-là gérés exclusivement par l'ANSM. Et dans le nouveau système, on confie à la HAS les décisions relatives à l'accès précoce des médicaments. Ceci dit, la HAS aura une charge de travail là-dessus qui va être moins importante que celle qu'avait l'ANSM, puisque l'ANSM reste en charge d'évaluer le rapport bénéfice-risque favorable ou défavorable des médicaments, et que par ailleurs, l'ANSM reste en charge de l'accès compassionnel, donc qui recouvre les RTU. Donc pour toutes ces raisons, l'autorité évaluatrice, la HAS, devrait avoir un peu moins de travail que celle qu'avait jusqu'à présent la NSM. D'ailleurs, dans l'étude d'impact, il est prévu que le délai à l'accès précoce passe de 4 mois et demi, qui est le délai actuel, à 80 jours. C'est l'objectif envisagé. Ceci dit, on notera qu'aucun délai n'est imparti à la HAS pour rendre des décisions sur l'accès précoce. Il a été envisagé de lui imposer un délai d'1 mois. C'est ce qu'avaient proposé certains parlementaires dans le cadre d'amendements. Les amendements ont été rejetés. Et donc, en l'état actuel des textes, la HAS n'a pas de délai pour rendre ses décisions. S'il n'y a pas de délai, on peut donc craindre que le dispositif perde tout son sens sur l'accélération à l'accès à l'innovation. Et enfin, le dernier point, est-ce que ça permet un accès précoce aux malades qui en ont besoin?
Alors, on peut se réjouir du fait que dans le nouveau dispositif, pourront bénéficier de l'accès précoce non seulement les médicaments pour les maladies graves et rares, ce qui était déjà le cas, mais aussi les médicaments pour les maladies invalidantes, ce qui n'était pas le cas. En revanche, comme on l'a dit, il y a un critère qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est celui de médicaments présumés innovants. Et donc, ce deuxième critère devrait restreindre le scope des médicaments éligibles à l'accès précoce par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors l'idée du rapport elle-même, elle nous semble assez pertinente parce qu'on refond totalement le dispositif et donc il est assez important qu'on puisse évaluer si ça a fonctionné et puis si les objectifs poursuivis ont été atteints. Les objectifs poursuivis étaient de deux ordres grosso modo. Alors il y avait certes la simplification dont on a parlé, mais qui devait avoir deux types de conséquences. Premièrement, accélérer l'accès à l'innovation, donc pour les autorisations d'accès précoce. Et deuxièmement, accélérer les délais de traitement des demandes de prise en charge classique des médicaments, puisqu'on s'est rendu compte que les médicaments qui bénéficient d'une ATU ou d'une post-ATU ont tendance à avoir des négociations beaucoup plus longues pour la prise en charge classique une fois qu'ils ont l'AMM et puis la décision d'accès au remboursement. Les négociations avec le CEPS sont très longues. Donc voilà, donc la refonte de ces régimes devrait permettre d'accélérer ces deux délais et un délai de 3 ans pour le rapport semble assez pertinent pour évaluer statistiquement si l'accès à l'innovation est beaucoup plus rapide ou pas.